Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez Aligre FM. C'est un nouvel épisode de Quoi de neuf en histoire. Nous enregistrons l'émission en direct le 25 avril 2024. Il y a très exactement 50 ans, le 25 avril 1974, au Portugal, de jeunes officiers se mettent en marche sur Lisbonne, prennent le contrôle des principaux points stratégiques de la ville et forcent le président du Conseil à se démettre du pouvoir. Ils sont accueillis et accompagnés par une foule pacifique. Une vendeuse de fleurs remet des œillets aux militaires, donnant son nom à cette journée mémorable, la révolution des œillets. En une journée, la dictature salazariste, qui était aux commandes du pays depuis plus de 40 ans, s'écroule. Son incarnation, Antonio de Oliveira Salazar, était alors déjà décédé et n'a donc pas connu la fin de son régime. À l'occasion de cette commémoration, et pour parler de ce personnage, nous recevons l'historien Yves Léonard, auteur d'une biographie de Salazar qui vient de paraître chez Perrin, Salazar, le dictateur énigmatique. Bonjour Yves Léonard. Bonjour. Vous êtes docteur en histoire, habilité à diriger des recherches enseignant à Sciences Po Paris, et vous êtes spécialiste de l'histoire contemporaine du Portugal. Pour vous recevoir aujourd'hui, je suis accompagné d'Adrien, que les fidèles de l'émission et les passionnés de littérature connaissent. Bonjour Adrien. Bonjour. Adrien, tu es le créateur du projet littéraire Mémoire d'Adrien, un blog, un podcast, une chaîne YouTube dans lequel tu parles de tes passions littéraires. Et je te remercie de nous accompagner aujourd'hui. Merci à toi. Yves Léonard, ma première question, c'est sur le sous-titre du livre en fait. C'est le dictateur énigmatique. Et c'est vrai que Salazar est assez peu connu, notamment beaucoup moins que ses collègues dictateurs, Hitler, Mussolini, Franco, qui sont en partie ses contemporains. À quoi cela tient-il selon vous ? Alors, il est effectivement moins connu, et je pense que ça s'inscrit aussi dans la méconnaissance, d'un té d'ignorance de ce pays qu'est le Portugal. En général, c'est un pays qui traditionnellement n'est pas étudié en première ligne, on va dire. Il passe après d'autres pays européens. Donc il en a certainement subi lui-même une forme de préjudice. La deuxième raison, à mon avis, c'est qu'il a tout fait aussi, d'une certaine manière, pour rester l'inconnu du Panthéon, c'est-à-dire celui qui a du pouvoir, mais qu'on ne connaît pas vraiment. Celui qui se retranche derrière des masques, celui qui se met à l'abri, toujours en deuxième rideau, celui qui n'est pas le chef de l'État, mais qui gouverne et qui a le pouvoir au Portugal. Bref, c'est un homme qui a tout fait pour ne pas être sous les feux des projecteurs. Et d'ailleurs, il déteste les projecteurs, il détestera la télévision, il déteste tout ce qui fait notre modernité numérique et médiatique. C'est un homme de l'écrit, un homme d'une culture ancienne, traditionnelle. Et dans cette culture-là, ce qui compte, ce sont les actes. Ce que l'on fait, ce que l'on écrit éventuellement, mais en aucun cas le paraître. Salazar a vécu 81 ans. Il est né en 1889 pour mourir en 1970. Il a passé 40 ans en tant que président du Conseil dans la seconde partie de sa vie, c'est-à-dire Premier ministre au Portugal, mais les 40 premières années de sa vie, de fait, il n'était pas au pouvoir. C'est l'un d'ailleurs des atouts de votre biographie par rapport à d'autres, de s'intéresser à ce Salazar de la première partie de sa vie. Que nous enseigne ce Salazar sur celui qui exercera ensuite le pouvoir ? Alors plusieurs choses. D'abord, comme je l'ai dit, mais parce que je le crois profondément, on ne naît pas dictateur, on le devient. C'est-à-dire que durant son enfance, son adolescence, il a une personnalité, mais qui ne le prédestine pas de manière cohérente, écrite, à devenir un jour ce qu'il a été. Et c'est bon de le rappeler, il a vécu près de la moitié de sa vie sans être au pouvoir, ou du moins à exercer des fonctions, certes importantes à l'université, un peu député, mais très très peu de choses sur la scène publique. Donc c'est important de le rappeler, parce que cet homme, il a un parcours enraciné, ancré dans un territoire. Ce territoire, c'est le Portugal, mais c'est surtout sa terre des Beira, sa terre natale des Beira. Et en fait, j'ai voulu le mettre en situation. Qui était cet homme, né en 1889, dans un milieu relativement modeste ? Ce n'est pas la pauvreté absolue que la propagande et lui-même ont laissé croire ensuite, mais dans un territoire qui est un peu laissé pour compte, à l'écart, et d'une famille qui a de quoi vivre, qui permet à ses enfants d'ailleurs d'être éduqués, de suivre des cours et donc d'apprendre des rudiments, ce qui n'est pas le cas au Portugal à l'époque. Les 3/4 de la population sont illettrés, mais pour autant,
c'est un homme qui a la conscience de s'être fait lui-même. C'est-à-dire, on dirait aujourd'hui en termes modernes, un parcours méritocratique. Et c'est ce parcours méritocratique que j'ai voulu décortiquer, expliquer, non pas pour enjoliver le personnage, mais pour dire à quel point ça a dicté ensuite beaucoup de choses. C'est un homme qui est conscient du point de départ, d'où il est parti et où il souhaite arriver, parce que c'est un homme ambitieux, c'est un homme qui a des idées, c'est un homme qui veut dominer. Mais pour autant, c'est quelqu'un qui s'est donné, qui s'est construit. Et qui s'est construit avec un certain nombre de handicaps, un certain nombre de difficultés, qu'il a toutes surmontées. Et c'est ça que je voulais un petit peu retranscrire dans, on va dire, les 39 premières années de sa vie, qui sont pour l'essentiel hors de Lisbonne. On a constaté avec Rassan en préparant l'émission que d'ailleurs Salazar, on ne sait pas si c'est anecdotique ou pas, c'est le patronyme de sa mère et non celui de son père d'ailleurs, qui, et vous parliez de son extraction, finalement on se rend compte également dans votre biographie que son extraction n'est pas si modeste qu'il le prétend. Et je voulais vous poser une question. On le voit tout au long de sa vie, même lorsqu'il exercera le pouvoir, il va souvent revenir sur ses terres, s'isoler, se recueillir, que sais-je. Vous l'avez dit, il est d'une extraction donc, du Portugal, de ses terres, loin de la ville. Qu'est-ce qu'il vient faire lorsqu'il vient faire ce retour aux sources dans ses terres très, très régulièrement ? À la fois, il vient se ressourcer, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Il vient se reprendre ses racines, en quelque sorte. C'est un homme, je l'ai dit souvent, ce nationalisme tellurique. Il a besoin de sentir la terre, il a besoin de respirer avec les gens qu'il a connus pendant son enfance, les paysans, etc., avec lesquels il pose en homme de savoir, professeur d'université, mais sachant comment ça fonctionne au quotidien. Donc, je crois que pour lui, c'est une manière à la fois de se ressourcer et puis de faire régulièrement un écart par rapport à la ville qui est synonyme de pouvoir, d'exercice du pouvoir, avec tout ce que ça suppose, les mondanités qu'il fuit, les sollicitations dont il fait l'objet. Quand il est à Vimieiro, à Santa Combadão, il est à l'abri, il se retranche, et d'ailleurs il est assez inaccessible au sens où ses collaborateurs, les ministres peuvent venir se déplacer, mais en certaines situations, et son journal en témoigne, il laisse des blancs entiers, c'est-à-dire des séquences de temps où il indique qu'il est à Santa Combadão, point, et qu'on ne sait pas exactement ce qu'il y fait. Sinon de se reposer, sa santé aussi est souvent défaillante, il est sujet à de violentes migraines, à des insomnies, donc c'est ces moments où il se met à l'écart, et il sait que là, personne ne pourra l'observer, hormis dans certaines situations. C'est un homme, il y a des photos qui ont été prises assez rares, mais où on le voit marcher le long de la voie de chemin de fer. Il marche comme ça, il s'oxygène, il est au contact de cette nature. C'est un homme qui adore la nature, ça a été beaucoup rappelé, il met toujours des fleurs dans son bureau, etc. Et quand il vit à Lisbonne, quand il arrive enfin à ce petit palais de São Bento, qui est la résidence qu'il va choisir, et qui est toujours aujourd'hui la résidence des premiers ministres au Portugal, eh bien il est heureux parce qu'il y a un petit parc. Et c'est dans ce petit parc qu'il va pouvoir déambuler, et avoir l'illusion qu'il n'est pas à la ville. Donc je crois que c'est très important. C'est un terrien, c'est un homme qui n'a jamais oublié d'où il venait, les racines qui étaient les leurs, et les siennes. Je poursuis un peu la question d'Adrien sur les origines et finalement les années de formation de Salazar, parce qu'on voit qu'il intègre les cours du séminaire religieux. Ensuite, il entame des études de théologie qu'il mène à terme, mais il s'arrête avant de devenir prêtre. Ma question, c'est, est-ce que c'est par manque d'ambition ? Est-ce qu'il renie la religion ? Parce qu'on est au Portugal du XXe siècle, ce sera les apparitions de la Vierge à Fatima, un pays qui est profondément catholique. Pourquoi est-ce qu'il s'écarte de la carrière ecclésiastique et quel est son rapport à la religion ? Alors pourquoi il s'écarte de la carrière ecclésiastique ? C'est non pas une des grandes inconnues. Moi j'émets un certain nombre d'hypothèses. Enfin j'ai essayé de sourcer, évidemment, de recouper un certain nombre de choses. Je crois que ça renvoie en fait à ce qu'on a vu par la suite, c'est-à-dire que c'est un homme qui se fait quand même une certaine idée du rôle qu'il peut jouer. Et de ce point de vue-là, le destin qui semble tout tracé pour lui, compte tenu de ses origines, compte tenu de la mainmise de l'enseignement catholique, le séminaire qu'il va suivre, la voie qui est toute tracée pour sortir de sa situation, c'est de devenir prêtre. Et peut-être, s'il est habile, et il l'est, de devenir un jour évêque. Pour autant, il va hésiter. Et il y a une année où il se dote, il devient préfet des études, en quelque sorte, dans un collège catholique de Viseu. Et pour lui, c'est un pas de côté qui va lui donner le temps un peu de réfléchir. Et quand il revient chez lui,
il ne cesse de se poser la question. Et en fait, je crois que la réponse, il l'avait depuis ce moment où il n'avait pas continué au séminaire, qui s'était accordé cette année de césure, on dirait aujourd'hui, pour faire le point, se donner un nouvel horizon. Là, il peaufine ses connaissances, il lit énormément, et je pense que dans ces moments-là, il finit par se convaincre que son destin n'est certainement pas d'être un homme d'église. Et s'il n'est pas un homme d'église, et qu'il n'a pas de fortune personnelle, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire très vite, grâce au soutien de ses parrains et marraines, la riche famille dont son père est régisseur, grâce à un certain nombre d'encouragements ici et là, la carrière qui peut se dessiner pour lui, c'est l'université. L'université à la faculté de droit, et à ce moment-là, c'est irréversible. Après, sa relation avec les catholiques, avec le catholicisme, c'est une éducation profondément religieuse qu'il reçoit, et là où il vit, c'est terriblement, profondément religieux. C'est une des parties du territoire au Portugal les plus pratiquantes, les plus croyantes, surtout à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Je pense qu'à ce moment-là, il est totalement à la fois dans cette éducation et dans une conviction profonde, d'une foi certainement réelle, enrichie de beaucoup de lectures, d'une pratique. Mais les choses vont évoluer, évidemment, avec lui, comme toujours. De cette solide formation de départ, il va ensuite prendre un certain nombre de pas de côté. Je pense dans la pratique, dans l'exercice de sa foi. Il va un peu se démarquer des pratiques de l'époque. Alors, évidemment, parce qu'il devient un homme public, avec une certaine visibilité, même s'il ne la souhaite pas. Et donc, il assistera à la messe, mais toujours en privé, enfin de manière un peu confidentielle. Mais on saura ensuite qu'il ne se confesse plus, il ne communie plus. Ce qui, en termes de respect des fondamentaux, pose un certain nombre de questions. Et puis, comme il devient ensuite, quand il est jeune étudiant, ça peut s'interpréter de deux manières. La première manière, c'est l'expression d'une foi. Il devient un militant du Centre d'action catholique de Coimbra. Très bien. On peut se dire que c'est le prolongement presque naturel de sa formation et de sa croyance. La deuxième chose, à laquelle j'aurais tendance à penser plutôt, c'est bien sûr ça. Mais c'est surtout un moyen de s'ancrer, de réseauter, de commencer à se faire repérer, d'apprendre des choses. Parce que c'est un homme qui, de toutes ses premières années de sa jeunesse estudiantine, il imite, il observe. Il ne fait pas partie de la caste. Il ne fait pas partie de cette haute société qui est majoritairement représentée à Coimbra. Il n'aurait jamais dû devoir faire des études à l'université de Coimbra. C'est un système très élitiste. Et là, il se dit, on le voit, il engrange de l'information, il observe. Et militer dans un centre comme le Centre d'Action Catholique, c'est se faire quelques relations. Les pères de l'Église, les évêques de Coimbra et les autres, ils observent tout ça parce que la République vient d'arriver. Saint-Lazare entre à l'université le lendemain de la proclamation de la République. Et Saint-Lazare n'aime pas cette République parlementaire. Et il l'aime d'autant moins qu'au printemps 1911, elle prend un décret-loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire, elle cherche à briser du moins la relation ancestrale du trône et de l'autel, on va dire, c'est-à-dire cette osmose qui est constitutive du fonctionnement local du système politique portugais. Dans le monde rural, ce sont les notables et l'Église qui gouvernent. C'est les caciques, comme dit ce caciquisme, où les élus et les représentants de l'Église, en particulier, font le chemin ensemble. Et donc Salazar se dit que, étant à Viseu, puis à Coimbra, c'est aussi une manière de se donner une image, de se donner une apparence et d'accéder, par les conférences qu'il donne, par les invitations qui lui sont lancées, eh bien de fréquenter des hommes qui soient peut-être utiles plus tard, ou du moins qui lui apportent une connaissance qui n'est pas sa connaissance d'origine de famille. Je donne une petite précision, Yves, parce que vous avez dit qu'il intègre l'université de Coimbra pour l'étude de droit. On se rend peut-être pas très bien compte ce que ça signifie, mais il faut dire qu'à l'époque, au Portugal, c'est la seule université, Coimbra. Elle est fondée au XIIIe siècle, et à l'époque, Lisbonne n'était pas dotée d'une université. Donc, vous montrez aussi qu'il gravit les échelons académiques de manière très rapide. Il est nommé professeur. Est-ce qu'on peut dire un petit mot de sa spécialisation, de ses thématiques de recherche et d'enseignement qui, on le voit, vont en fait lui permettre de mettre le pied à l'étrier en politique? Alors, au début, quand il rentre à l'université, effectivement, en 1910, c'est la seule université
la République va créer en 1911 l'Université de Porto et l'Université de Lisbonne, ou recréer l'Université de Lisbonne, qui formellement avait existé à la fin du XIIIe siècle, mais qui avait très vite été délocalisée à Coimbra. Salazar, quand il arrive là-dedans, c'est peu d'étudiants. Il y a la faculté de médecine, la faculté de droit, et puis une petite faculté de lettres. Il est tenté par la faculté de lettres, mais très vite, il fait le choix de la faculté de droit. Et là, la faculté de droit, il a 21 ans. 21 ans, c'est pas tout jeune. Et donc, il va vouloir rattraper les étapes, brûler les étapes. Il travaille intensément, et effectivement, en très peu de temps, il fait le double, en quelque sorte, pour accéder à la licence rapidement. Et avec des notes toujours extraordinaires. C'est un homme qui travaille, qui est très méthodique, qui est intelligent, de toute évidence, puis qui a l'esprit juridique. C'est-à-dire que il s'imprègne avec grande facilité et il va toujours butiner à côté. Et puis parmi les choses sur lesquelles il regarde, il butine, comme je le dis, c'est l'économie politique. Parce que d'une part ça l'intéresse, mais surtout très vite il va comprendre qu'à la faculté de droit, il y a une sous-rubrique, une sous-partie qui n'est pas vraiment très importante, qui est l'économie politique et les finances publiques. Et là, il voit certainement assez tôt un moyen de progresser encore plus rapidement. Et comme le titulaire de la chaire officielle cathédratique, eh bien c'est un homme qui a été maire de Coimbra, qui est une personnalité, mais qui est très souffrant, très diminué. Et il va décéder en 1916. Et donc là, Salazar a déjà commencé à s'orienter, à se rapprocher de lui. Et c'est plus par cooptation, parce que les lois républicaines le permettent. Il n'aime pas la République, mais ce qui va lui permettre de devenir maître assistant, on dirait, professeur assistant, puis professeur cathédratique, sans avoir jamais vraiment soutenu de thèse. C'est-à-dire qu'il a fait des mémoires, parce qu'il fallait les produire dans un certain délai pour être éligible au poste qui était ouvert au concours. Et comme c'était la guerre, très vite, qu'il y avait une appel d'air aussi à Lisbonne, certains de ses collègues étaient partis enseigner à Lisbonne, ben voilà, il y avait un alignement de planètes qui lui a permis, et comme il était organisé, de devenir très vite, là d'où il venait, en moins de 8 ans, 7 ans, 8 ans, il est professeur à l'université de Coimbra. Vous parliez tout à l'heure de la République, pour laquelle il n'avait pas une grande passion et une grande admiration. Et effectivement, la République est assez instable, avec beaucoup de coalitions, également des contestations sociales nombreuses, etc. L'idée d'un régime autoritaire se met petit à petit en place. Et effectivement, le 28 mai 1926, les militaires fomentent un coup d'État. Va s'installer un régime autoritaire. Et lui, il va être nommé ministre des Finances en 1926, mais il n'y reste que 2 semaines. Il va même être élu député, mais il va venir qu'une fois à l'Assemblée et il ne reviendra plus. Plus tard, finalement, en 1928, le succès sera là, il reviendra ministre des Finances, cette fois-ci pour de bon, avec des compétences indéniables. Il va même proposer de rééquilibrer le budget, et ça sera fait, etc. Mais qu'est-ce qui expliquait, malgré l'ambition qu'il avait, parce que l'envoyé du pape avait dit de lui que c'était un volcan d'ambition, qu'est-ce qui expliquait ce premier faux pas quand même, cet échec, seulement quelques semaines en tant que ministre des Finances, et puis ensuite il ne vient qu'une fois à l'Assemblée? Pourquoi ce premier faux pas? Mais pour lui, ce ne sont pas des échecs. C'est-à-dire que dans son esprit, la députation en 1921, c'est un exercice auquel il s'est livré, parce qu'il est un des plus solides espoirs du Centre catholique, ce petit parti qui prône un ralliement de circonstances superficielles à la République, dès lors que celle-ci arrête ses lois anticléricales. Donc c'est le deal, en quelque sorte. Et donc, Salazar, qui est alors jeune professeur d'université, incarne un renouveau, une image que les responsables du Centre catholique jugent positive. Donc ils vont le bombarder là, le placer sur la circonscription de Guimarães, il fait à peine campagne, il est élu. Et la période est agitée. Lui, après, la propagande dira, il est allé à Lisbonne, il s'est rendu compte que c'était un bazar terrible, c'est bavard, il faisait n'importe quoi. Ça hurlait, ça vociférait, c'était violent. Pas du tout. Là, quand on regarde les textes et qu'on va aux archives et qu'on observe tout ça, il y a passé le jour de mise en place d'investiture. Il a été nommé dans 3-4 commissions. Et puis, l'Assemblée s'est mise en sommeil parce que c'était fin juillet. Et il a dit qu'il reviendrait. Mais comme il a toujours ses problèmes personnels, ses maux de tête, sa fatigue, souvent il est très fatigué, sa mère, qui requiert de la présence, de l'attention, il se fait un peu tirer l'oreille au mois de septembre, quoi. À la fin des vacances, il ne revient pas vraiment. Et là, en octobre, il y a de nouveau des coups d'État. On assassine le Premier ministre. Et donc,
il ne se donne pas la peine de revenir parce que l'Assemblée va être dissoute. Donc l'exercice se termine de lui-même. Donc ce n'est pas un choix radical, décidé, programmé face à une République incompétente, incapable. Il a été plutôt bien traité, on l'a mis dans la commission des finances des finances publiques, bidule, de la comptabilité. Plutôt en rapport avec ses compétences. C'est plutôt là, il se rend compte que, voilà, il dira ensuite, et ça c'est vrai, que ça lui faisait mal au cœur, ça piquait un peu, quoi. Il s'ennuyait, quoi. C'était pas son truc. Mais l'Église catholique, vous avez un homme important de l'établissement catholique qui le rappelle à l'ordre, qui lui dit il faut être présent, quoi. On compte sur vous. On compte sur vous. Il s'en souviendra parce que celui-là, au moment de devenir cardinal patriarche primat de Portugal, c'est pas lui qui aura le rôle, c'est la fonction. C'est son rival et ami de Salazar, cardinal Cerejeira. Mais je ferme la parenthèse. Quant à l'affaire de la nomination aux finances 5 jours, 1926, après le coup d'État des militaires, là encore, il arrive, il a presque un certificat médical dans la poche, parce que un ami complaisant lui a fait, il souffrait de migraine et tout. Donc, il a été mandaté, il est arrivé à Lisbonne, quand les rares fois où il va à Lisbonne, à l'époque, il s'ennuie, quoi, il n'aime pas. Et puis, il se rend compte que ces militaires, ils sont quand même pas très matures, c'est un peu bazar, chaotique. Et donc, il va se retirer, lui et un de ses collègues, sur la pointe des pieds, au bout de quelques jours, en disant aussi, et c'est un peu la vérité, que comme sa femme était, sa mère, lapsus révélateur, sa mère était souffrante, eh bien, il voulait près d'elle, et d'ailleurs, elle va mourir quelques semaines plus tard, au mois de novembre. Donc, c'est des expériences qui ne l'ont pas traumatisé. À aucun moment, il s'est dit, mon Dieu, j'ai raté quelque chose. C'est plus, ça a été raconté, ses propres parents. Son père, qui était très fier que son fils soit ministre, et qui ne l'a pas tensé, mais qui aurait bien aimé que ça continue. Mais lui se prépare dans l'ombre, il a certainement déjà une vision, il sait que son expertise, de laquelle il va tirer tout son cursus ensuite, c'est-à-dire l'expertise financière, va le servir. Et il a fait un constat assez tôt que ces militaires, face à la banqueroute qui menace, ces militaires vont jamais réussir à sortir de l'ornière. Et donc il les laisse gentiment s'enliser, il publie quelques textes, un peu en demi-teinte, où il dit en gros voilà ce qu'il faudrait faire. Il accable pas les militaires parce que il est toujours prévoyant, il est toujours... faut jamais insulter l'avenir, hein, c'est une formule qui pourrait s'appliquer à lui. On n'insulte pas l'avenir et on prépare la suite. Mais c'est plutôt ça qu'il a en tête, se donner les moyens, préparer. Et là, quand il revient au printemps 1928, il revient, on va le chercher. Le général, le chef de l'État, envoie deux ministres, 2 émissaires, le quérir à Coimbra. Et là, c'est la fameuse scène, la fameuse nuit de la révélation que je raconte dans le livre, avec ses copains, Bissayer Barreto, Cerejeira, et ce prêtre venu missionnaire. Ils échangent, est-ce que je dois le faire? Alors lui-même, il fait un peu, c'est de la coquetterie, hein. Est-ce que je dois le faire? Je suis si bien à Coimbra, etc. Et puis là, il y en a un qui s'emporte et qui lui dit, mais fais-le, et de toute façon, tu as un volcan d'ambition. Et alors il appelle effectivement les envoyés de Carmona et il va aller à Lisbonne. Et là, cette fois-ci, c'est le fameux discours, quand il est investi président, ministre des Finances, je sais très bien ce que je veux et où je vais. Et fait des observations, des commentaires, mais quand pour moi, le temps sera venu de commander, vous obéirez. Ce qui est quand même, en tout est déjà un peu dit, hein, programmatique. Alors les gens applaudissent en se disant merveilleux, avec l'arrière-pensée, notamment les militaires, que une fois qu'il aura rétabli, fait son boulot, on se débarrassera de lui, pas physiquement, mais on le renverra à ses chères études et à l'université. Vous montrez effectivement que Salazar va manœuvrer vraiment très habilement dans les cercles du pouvoir. Il va se rendre en fait indispensable parce que manifestement c'est le seul qui est capable de proposer des solutions économiques. Et on voit petit à petit avec les différentes compositions de gouvernement que lui reste et que petit à petit il arrive à faire sortir du gouvernement ses opposants les plus proches jusqu'à être nommé président du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre, le 5 juillet 1932 par le président de la République, un militaire, le général Oscar Carmona. Et il ne va pas devenir dictateur tout de suite, mais ça va être le cas assez rapidement. Et vous montrez qu'il reste président du Conseil, Premier ministre, avec toujours un président de la République qui est militaire. Et ma question, c'est quand on voit l'évolution du personnage et son aspect autoritaire qui se développe, comment se fait-il qu'il cohabite avec un président de la République? Pourquoi est-ce qu'il ne prend pas les pleins pouvoirs officiellement, et d'un autre côté, le président de la République, le général Carmona, qui a le pouvoir de le faire démissionner, ne le fait pas? Comment cette cohabitation se fait?
Au départ, c'est totalement asymétrique. Hein. Il doit son pouvoir aux militaires. Il va quand même pas leur tirer dessus, se débarrasser d'eux tout de suite. C'est un homme habile, un homme qui procède toujours par étapes. Et il considère que c'est un fait. Il y a au Portugal ce qu'on appellera en Espagne le caudillisme. Il y a le prétorianisme, si on veut. C'est-à-dire ce moment où traditionnellement, les militaires pensent qu'ils ont un rôle politique à jouer. Et que ce rôle politique, c'est essentiellement de rétablir l'ordre public. Donc Salazar, quand il est nommé ministre des Finances, les militaires sont là. C'est eux qui ont fait le coup d'État. Donc il ne peut pas faire autrement. Et il va composer, justement. Il va jouer une partition qui fait que un certain nombre de militaires, pas tous, il y en a qui lui sont hostiles en se disant « mais qu'est-ce que c'est que ce type ?» Surtout que Salazar, c'est « je contrôle les dépenses. J'augmente un peu les recettes, j'ai créé un nouvel impôt, l'inspection des finances, etc. Mais surtout, ne dépensez pas, sans mon autorisation. » Et ça vaut pour tous les ministères. Et ça plaît pas. Et ça plaît pas aux jeunes militaires qui sont dans la corruption. Enfin, c'est un système assez étrange hein, qui existe avec la dictature militaire. Et donc les militaires, certains se disent, bon, il est gentil le petit père, mais il faudrait pas qu'il reste trop longtemps. Seulement lui, à chaque fois, il sera indispensable. Et il dit à chaque fois, en gros, écoutez, moi j'ai rendu service, parce qu'il rétablit les comptes publics, la confiance dans la monnaie, etc. Il fait du carré, hein, parce que là aussi, c'est pas vertigineux ce qu'il fait. C'est assez habile, c'est de l'austérité avant l'heure, bon, bref. Il veut réformer l'État comme le fera Tardieu, enfin, c'est essayant de le faire Tardieu, enfin. Mais ce qu'il dit, mais moi j'ai accepté ça comme un devoir, enfin, une charge, un fardeau. Donc, à la limite, vous me rendrez service si je pars. Donc c'est toujours cette attitude. Mais si je pars, par contre, il faudra vous débrouiller tout seul. Puis en plus, je pars avec quelques copains à moi, qu'il a placés dans des endroits stratégiques. Et donc, c'est toujours cette partition, la menace de la démission, la menace du départ, qui fait que Carmona, qui est convaincu de tenir quand même une perle rare, de tenir un expert des finances, quelqu'un qui va non seulement rétablir l'ordre, lui il est là pour ça en tant que militaire, mais l'ordre financier, et attirer les patrons, les investisseurs dans le sillage, parce qu'il y en a certains, ils sont partis en Espagne. Le patron de la surpuissante CUF, il est parti en Espagne sous la République, il s'est dit, c'est un truc de... je vais me faire tuer. Et là, il revient. Et il revient en se disant, mais Salazar, ce type, il est épatant, quoi. Et ça, évidemment, les militaires se rendent compte qu'il a résorbé les déficits, il a rétabli la confiance, et il a fait revenir un certain nombre d'investisseurs et de grands patrons. Et donc, ils se disent, au bout d'un moment, voilà, il faut composer. Et la constitution de l'État nouveau de 1933, c'est une manière très filandreuse, très salazariste, de faire avancer ses pions, tout en avançant masqué avec les juristes à la manœuvre, les profs de droit de la faculté, ses copains, qui écrivent une constitution un peu sur mesure, mais où on ménage les formes et où on dit quand même le chef de l'État, c'est un militaire qui détient le pouvoir de nommer et de révoquer le chef du gouvernement, le président du Conseil. Et donc lui, Salazar, il a quand même une forme d'épée de Damoclès sur les épaules, sur le dessus de la tête, c'est-à-dire qu'il sait que les militaires, lui, il ne l'est pas. Son grand handicap, quand j'évoquais les handicaps de Salazar, c'est qu'il n'est pas militaire. Il n'a jamais porté l'uniforme. Il n'a jamais combattu, il a exempté du service, il n'a pas fait la guerre. Et parmi tous les dictateurs de l'entre-deux-guerres, c'est le seul. Pilsudski, Horthy, Hitler, Mussolini, etc. ont tous un passé militaire. De formation, de carrière ou avec le choc de la Grande Guerre. Lui, rien du tout. Et pour un militaire, discuter avec un civil qui est toujours en costume et qui leur a bien signifié, bien fait comprendre qu'il n'était pas un militaire, il faut de l'habileté après. Et donc il va en faire preuve, et c'est la raison pour laquelle il va toujours prendre soin de les ménager. De ménager du moins ceux qu'il a identifiés comme fréquentables, le chef de l'État et quelques autres. Leur donner des gages, des compensations. C'est pour ça que le chef de l'État, au début, c'est lui le dictateur d'une certaine manière. Mais on dit très vite, une dictature, 2 hommes. Une espèce de diarchie, de figure double. Mais dans la réalité, Salazar ne voudra jamais entendre parler, il dira qu'il n'est pas dictateur, sinon lui-même et ses admirateurs, on ne parle jamais de dictateur, il n'est pas dictateur, Salazar, c'est un don de lui, en quoi il serait dictateur. Mais il a bien compris que les militaires, il faut les surveiller, et puis en Espagne voisine, il y a eu Primo de Rivera, il va y avoir Franco, il sait que les militaires, ça bouge, ça fait des coups d'État, et ça peut vous tomber dessus au moment où on s'y attend le moins. Donc, il faut être prudent, il est habile, mais ferme. Et il veut absolument que ce soit lui qui soit aux manettes.
Nous allons évoquer maintenant donc le nouveau régime dont la constitution est promulguée en 1933, le fameux Estado Novo, dont la devise est Dieu, patrie, famille. C'est un régime durant lequel ensuite on va le caractériser d'autoritaire, conservateur, nationaliste, catholique. Il demande à ce que l'individu s'efface, l'État qui prend une place prépondérante, un parti unique, l'Union nationale, une police politique, la police internationale et de défense de l'État. Beaucoup de caractéristiques en font donc un régime autoritaire. En quoi le salazarisme se différencie d'un fascisme ? Ah, c'est la grande question habituelle. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alors, c'est une question très polémique qui a suscité beaucoup de débats. Oui, bien sûr. Selon moi et quelques autres, les principales caractéristiques du régime salazariste, c'est un régime qui consacre l'ordre immuable des choses, qui est dans un conservatisme total, qui respecte les traditions. Or, ça, déjà, ces mots que j'évoque, c'est pas la marque de fabrique des régimes fascistes, c'est-à-dire qu'ils sont là dans le mouvement, le changement radical est souvent brutal et violent. Salazar et le régime sont dans une attitude différente. Sur la question du rapport à la nation, qui est centrale, il donne corps et naissance à un nationalisme qui n'est pas expansionniste, qui n'est pas belliciste, belliqueux. Il ne s'agit pas d'aller conquérir, il s'agit de conserver, de protéger notamment ce qui a été le plus important, c'est-à-dire ce qui va être le plus important, les provinces, les colonies. C'est ça le fin. Mais on les possède, dit-il. On les possède depuis longtemps. C'est pas comme l'Italie qui va faire des campagnes en Éthiopie, etc. Lui, rien de tout ça du côté de Salazar. Le parti unique, oui, mais un parti unique qui est un parti juste pour sélectionner des notables pour des élections sans choix à l'Assemblée nationale. C'est ça le rôle du parti unique de l'Union nationale. Il ne s'agit pas de mobiliser les masses. Ça a aussi un rapport très différent avec le système fasciste. Il s'agit de contingenter les masses, de faire en sorte qu'elles n'entrent pas dans le jeu politique. Alors que dans le cas du fascisme, etc., il y a cette phénomène d'exaltation collective, de transe même collective, qui consiste, alors après, en essayant de reprendre la main par différents canaux, qui consiste à prendre en compte cette présence des masses, et notamment liée à la présence très grande, à l'influence très grande de la Grande Guerre, de la brutalisation, enfin de tous ces phénomènes. Rien de tout ça chez Salazar. Enfin, pour terminer sur ce point, quand on regarde aussi justement le personnage, cette question du rapport aux masses, cette question du charisme en politique est un point assez central. Là encore, force est de constater que c'est un homme qui ne s'exprime pas facilement en public, qui maîtrise l'écrit plus que l'oral, et qui ne ressemble en rien à ses leaders, à ses chefs fascistes que sont Mussolini, notamment Hitler, dans un autre registre. On est sur des comportements, des attitudes très 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 difficiles. Et je terminerai en disant, voilà, c'est un régime qui est construit par et pour les élites, à partir d'une base universitaire. Et quand j'ai dit ça, on se rend bien compte que là aussi, et par comparaison avec l'Italie mussolinienne et l'Allemagne nazie, on est dans quelque chose de très très différent. Après, il a emprunté des traits, il s'est inspiré. C'est-à-dire que la période, le champ magnétique des fascismes a exercé son influence, et notamment dans la deuxième partie des années 1930. Il y a des organismes, la Charte nationale du travail, empruntée quand même assez fortement à la charte italienne. Il y a des organismes de jeunesse, la Mocidade portugaise, qui est quand même très fortement inspirée de ce qui existe en Italie et en Allemagne. On pourrait multiplier, et l'utilisation ici et là du salut à la romaine, pas tellement par lui, mais par un certain nombre de ses proches. Tout ça donne ce qu'on a appelé chorégraphie fasciste à la fin des années 30, la proximité de la guerre civile en Espagne aussi, de la guerre aux portes du Portugal, de l'attitude de Franco, de ces hommes qui au Portugal sont proches, qui voudraient que le régime puisse s'orienter ou se construire autour des modèles fascistes. Je pense aux chemises bleues, les nationaux syndicalistes, qui sont nombreux au début des années 30 et qui vont être mis au pas par Salazar. C'est-à-dire qu'ils vont être déstructurés, fragmentés, et pour un certain nombre d'entre eux, intégrés à la Légion portugaise qui est créée en 1936, force paramilitaire, qui a des traits évidemment très inspirés de ce qui se passe en Allemagne et en Italie, mais sur lequel Salazar va s'appuyer très modérément, et surtout à la première occasion, la guerre civile espagnole, en envoyer un certain nombre, les viriates, se battre aux côtés des troupes franquistes et, si possible,
se faire éliminer physiquement lors de cette épopée ibérique. Bref, on est dans quelque chose qui est quand même assez différent. Mais j'en conviens, la période est comme ça, et le combat aussi, la lutte, la résistance, comme on va dire bien vite, elle se fait au nom du combat antifasciste. Et dans l'acception populaire, et encore aujourd'hui, on désigne le salazarisme et Salazar comme fascisme et fasciste. Et c'est resté, et quand on prend ce pas de côté pour dire en gros, c'est plutôt l'incarnation, on l'a dit tout à l'heure, d'un régime de nature très autoritaire, très dur, implacable avec la police politique et tout, là on est parfaitement d'accord, c'est plutôt une troisième voie entre le fascisme type et le libéralisme politique qui est détesté par Salazar. On est et y compris en Amérique du Sud et tout, il va créer des émules, des sujets d'admiration parce que c'est pas, enfin, je pense qu'on passe un peu à côté si on réduit ou on désigne en permanence, sans nuance, le régime comme fasciste. Salazar est victime d'un accident vasculaire cérébral en 1968 qui oblige les dignitaires du régime à l'écarter du pouvoir sans oser l'en avertir. Et on se demande d'ailleurs à quel moment il prend conscience qu'il n'est plus au pouvoir. Mais toujours est-il qu'il est mis en retrait en 1968. Il est remplacé par Marcelo Caetano comme président du Conseil qui va entamer de timides réformes. Et Salazar mourra en 1970. On l'a dit, le régime va lui survivre pendant 4 ans, jusqu'à la Révolution des œillets. Est-ce que pendant ces 6 années, le salazarisme survit à Salazar? Est-ce que les deux sont dissociables? La pratique, la réalité va montrer que non. C'est-à-dire que l'enjeu qui se pose, parce que Salazar a joué assez habilement certaines partitions pendant la Seconde Guerre, pendant la guerre froide, le contexte international pour répondre à la question du fascisme, c'est aussi l'art de durer, cette capacité à durer. Il l'a utilisé par le prisme, par le biais de l'enjeu du contexte international. Donc quand le Portugal devient membre fondateur de l'Alliance Atlantique, il y a 75 ans, eh bien ça va très largement sauver le régime parce que l'anticommunisme farouche, viscéral de Salazar va lui permettre de passer cette étape et de devenir un interlocuteur préférentiel en péninsule ibérique et en Europe occidentale, des Américains notamment. Et donc c'est cet homme qui va finalement, au fil du temps, se durcir, se raidir, enfin il était déjà très dur, mais être incapable, à la fin des années 50, de comprendre les grandes évolutions du monde. Il avait réussi à le faire pendant la guerre froide, il avait capté le truc. Avec la décolonisation, on bute sur le problème insoluble pour le régime, c'est-à-dire l'idée, la conviction profonde, chevillée au corps, bien plus peut-être encore que la religion, chez Salazar, que le Portugal n'est pas un petit pays parce qu'il est à la tête d'un empire. On ne parle plus d'empire, de province d'outre-mer, mais l'idée reste la même. C'est un ensemble qu'on ne peut dissocier. C'est la nation une et pluricontinentale. Et si on touche à ça, dit Salazar, 2 choses. 1, le Portugal disparaîtra, c'est pas rien. Et 2, ça fera le lit du communisme, en péninsule ibérique et en Afrique. Donc, voilà les alertes qu'il lance. Et ça, il va rigidifier le régime, il va lui-même se durcir, vieillir, ne plus être totalement omnipotent, bref, d'être un peu en marge jusqu'à son accident de santé, même si c'est lui le grand ordonnateur, non pas des pompes funèbres, mais des grandes décisions. Et un homme comme Caetano, qui n'a pas été désigné du vivant politique de Salazar, ce qui aurait certainement facilité les choses si Salazar avait dit très clairement « je désigne telle personne pour prendre la suite si par malheur un accident de santé survenait ». Il n'a pas fait ça. Et donc Caetano, quand il est nommé en septembre 1968, il est dans une situation compliquée parce que il lui faut faire du salazarisme sans Salazar, tout en sachant que Salazar est toujours à l'hôpital, mais voilà, il va revenir d'ailleurs à San Bento. Donc la question centrale qui se pose, c'est à la fois comment moderniser la dictature, moderniser guillemets, en institutionnalisant l'État nouveau. Dans un contexte où le grand ordonnateur, la grande figure tutélaire n'est plus là. Et ça, c'est un exercice que Caetano, il va échouer. Il va échouer pour des raisons qui ne lui sont pas totalement propres et personnelles, mais il ne va pas réussir d'abord le jeu politique à l'ouvrir. Le printemps marcelliste, en janvier 70, il a tourné court et tout le monde en a conscience. Sur la question coloniale, il va se montrer à la fois hésitant, conscient que la situation est compliquée, mais avec les ultras du régime dans la capacité de modifier vraiment la donne.
Et sur les grandes réformes sociétales que beaucoup attendent, un pays encore très patriarcal, où les inégalités sociales, la pauvreté sont criantes, là aussi il va rester très en deçà des possibilités certainement qui s'offraient à lui, et des ambitions et des attentes, et de la population, et tous ceux qui se disaient que peut-être, comme c'était un Salazar qui souriait un peu plus que le Salazar d'origine, que le moment était peut-être venu d'ouvrir, de modifier le régime. Et tout ça ne va pas avoir lieu. Et je pense que c'est un peu consubstantiel, inhérent à ce régime politique qu'a créé Salazar, construit pour lui, et qu'il a réussi à faire durer assez longtemps. Mais évidemment, lui n'étant plus là, et le contexte international étant différent, dès lors que la question coloniale de la décolonisation ne pouvait se poser, si Caetano avait accepté très tôt de s'orienter vers une voie négociée, progressive certainement, avec beaucoup d'étapes, on peut penser que la situation aurait été différente. Et ça, c'est de l'histoire contrefactuelle. Il ne l'a pas fait, ou marginalement, ou de manière tellement maladroite que ça ne servait plus à rien. Et donc, la preuve, oui, que le salazarisme sans Salazar, ça ne marche pas. Comment il se positionne, Salazar, vis-à-vis des événements en Espagne dans un premier temps à la fin des années 30, la guerre civile, puis ensuite la guerre en Europe. Est-ce qu'il ressort renforcé de la Seconde Guerre mondiale ? Oui, il va sortir, renforcé, on peut le dire, de la Seconde Guerre mondiale. C'est un homme, et d'ailleurs ça lui sera porté à son crédit par un certain nombre les élites portugaises, les observateurs internationaux, peut-être une partie de la population, d'avoir épargné son pays la guerre à son pays. C'est-à-dire qu'il a su se tenir à bonne distance et utiliser au mieux les atouts qui étaient les siens. Alors, avec la méthode Salazar, sinueuse, complexe, tordue, cynique, attentiste, prudente, on pourrait multiplier les épithètes, les qualificatifs pour dire que c'est pas simple. Mais il va toujours privilégier l'alliance britannique et introduire, avec la guerre civile et le déclenchement de la Seconde Guerre, la notion de pacte ibérique. Ça, c'est un essai neuf dans le comportement portugais. Traditionnellement, le Portugal et l'Espagne ont des relations complexes depuis le début, parce que d'Espagne devient ni bon vent, ni un bon mariage, comme on dit. L'ibérisme, c'est en gros remettre en question ou questionner la souveraineté et l'indépendance du Portugal. Le Portugal pourrait être une sorte de Catalogne à l'ouest de la péninsule ibérique. Et Franco a même construit à une époque, avant d'être vraiment en responsabilité, il a construit un projet comment envahir le Portugal. Bon, donc tout ça, ça crée des relations complexes, mais Salazar est très pragmatique sur cette affaire. Sa priorité, c'est de faire de la péninsule ibérique un glacis. Éviter que la guerre ait lieu à ses portes. Éviter qu'il y ait des invasions de troupes en péninsule ibérique. Parce qu'il sait que s'il y a des gens, pour des raisons X ou Y, qui veulent aller à Gibraltar, par exemple, et Hitler aura cette idée, eh bien, si les troupes traversent pour occuper Gibraltar, c'en est fini de la péninsule ibérique indépendante. Donc il va toujours être assez déterminé sur cette ligne, essayer de convaincre, de tempérer Franco, surtout le clan germanophile qui entoure Franco à ce moment-là, quand il rencontre Hitler en Haye, etc., en 1940 donc. Et ça, c'est quelque chose qu'il va utiliser avec une certaine habileté. Et puis en même temps, il va regarder aussi du côté des puissances de l'Axe. Parce que, comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Des fois que ça tournerait de l'autre côté. Et puis, on fait du commerce. Parce que c'est jamais qu'un business, tout ça. Et donc, on a des trucs à échanger, du wolfram, du tungstène, des tas de choses. Et la balance commerciale portugaise sera excédentaire à la fin de la guerre. Et y compris les rentrées de devises, et notamment le paiement en or, aux origines plus que douteuses. Et donc, c'est ça que va faire Salazar pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce qui va lui permettre, avec une certaine habileté, un certain pragmatisme, de jouer sur plusieurs tableaux et de tomber le masque aussi longtemps possible qu'il le peut. C'est-à-dire, la question des Açores, elle était 43, mais il continue à vendre du wolfram jusqu'au mois de juin 44 à l'Allemagne. Et c'est vraiment à ce moment-là que la décision, il ne peut plus faire autrement. D'ailleurs, les Anglais et les Américains sont à la manœuvre. Il faut quand même, mais on est quand même en 44. Donc c'est pas un choix qu'il opère en 1941 ou début 42, quoi. Dans la dernière partie qui nous reste, Yves Léonard, je voulais vous interroger sur le bilan et l'héritage de Salazar. En termes de décolonisation, on sait que le pays possédait des colonies en Afrique, l'Angola, la Mozambique
la Guinée-Bissau, le Cap-Vert et Sao Tomé, en Inde également, le comptoir de Goa, et qu'il va perdre petit à petit. Il défend ce colonialisme et notamment la vision d'une singularité portugaise, que cette colonisation est supérieure aux autres. Pour lui, le Portugal est continental, insulaire et ultramarin. Et on voit qu'il va s'accrocher vraiment mordicus à cette théorie, alors que les autres pays ont commencé à décoloniser. Donc il va perdre son empire colonial. Par ailleurs, quand il arrive au pouvoir, il est à la tête d'un pays pauvre, avec un fort taux d'illettrisme, vous l'avez rappelé, un peu marginal sur le plan international. Quel est en quelques mots son bilan après 40 ans de règne? Et surtout la question qui m'intéresse, c'est est-ce que lui a conscience de ce 40 ans de règne, de ce bilan-là? Le bilan est très négatif. En termes de liberté publique et d'exercice politique, c'est une calamité. C'est-à-dire que c'est un pays qui a été mis sous l'oppression, l'obéissance obligatoirement servile, parce que sinon, on se retrouvait, dès qu'on levait le doigt, eh bien on se retrouvait en prison. Donc ce bilan-là est calamiteux. Sur le bilan colonial international, comme je vous l'ai dit, il est assez partagé. Sur le plan purement géopolitique, c'est un homme qui a su ménager les intérêts de son pays assez longtemps. Je l'ai expliqué tout à l'heure, Seconde Guerre mondiale, guerre froide, qui ont été plutôt des atouts qu'il a su utiliser pleinement. Après, sur le fait colonial, c'est véritablement l'ADN, c'est la partie non négociable pour lui, depuis le début, depuis les années 30. Et ça, évidemment, à la différence d'un De Gaulle, par exemple, qui au départ est un peu sur des postures, sur des positions un peu similaires, l'influence de Barrès et tous ces trucs-là, qu'il partage. Mais lui, il va comprendre, en pragmatique, en visionnaire, que il faut évoluer sur la question coloniale, et notamment c'est tout le problème du rapport à l'Algérie qui a suscité beaucoup d'incompréhension, de tromperies, etc. Salazar, lui, reste sur sa position que le Portugal n'est pas simplement le rectangle européen. Et ça, il ne pourra l'abandonner. Parce que, de son point de vue, il va même inciter les Portugais à aller émigrer dans les colonies. C'est le colonialisme tardif des années 60. Ce qui est assez criminel, d'une certaine manière, dans un contexte de conflictualité. Et donc, le bilan sur ce terrain-là est extrêmement négatif, parce que ça va être 13 années de guerre, des milliers de blessés, de traumatisés, de morts, une ponction incroyable sur l'économie. Et au final, ce Portugal qu'il chérissait, c'est-à-dire de la nation une, on va dire, du grand Portugal, de ce Portugal rural, dans lequel il aimait se ressourcer, eh bien tout ça vole en éclats dans les années 1960. Et donc si formellement, lorsqu'il quitte le pouvoir en 68 et qu'il meurt en 70, le cadre semble maintenu, donc il n'a pas l'infamie, la douleur de voir ce qu'il avait construit disparaître dans un coup d'État, ou ce qui se passera avec la révolution des œillets. En revanche, le legs qu'il laisse à la suite est très, très, très dur. Alors, ses défenseurs diront, oui, mais il y avait le stock d'or, oui, mais les scudos étaient une monnaie respectée, etc. Oui, mais à quel prix? Thésauriser, garder comme ça un stock d'or comme, on dirait Picsou dans les bandes dessinées, à quoi ça sert quand on n'investit pas massivement, quand on ne cherche pas à utiliser ce type de richesse pour améliorer le sort des gens. Et c'est d'ailleurs une des clés qui explique le pas de côté qu'ont fait beaucoup de catholiques progressistes à partir de la fin des années 50 en se disant, mais on doit résoudre la question sociale, on doit s'attaquer à ce problème des injustices. Et pour lui, Salazar, ce n'était pas possible. Donc sur tous ces terrains-là, c'est un bilan globalement négatif, pour reprendre une formule célèbre. Un bilan négatif, vous dites, mais lui, lors de son règne, il a quand même réussi à mettre en place des stratégies de communication très contemporaines, et on peut le dire assez efficaces quand même, pour améliorer son image. Malgré ce bilan, il a donné beaucoup d'interviews, il a aidé et participé à la rédaction de biographies par des journalistes et écrivains étrangers. Quelle est aujourd'hui l'image de Salazar et la personne dans le pays? Est-ce qu'il y a des tentatives de réhabilitation? Réhabilitation, non. Pas au sens où on l'entend, mais c'est un homme qui est à la fois très daté, très passé, et par certains côtés très actuel. Je veux dire par là que, y compris l'extrême droite,
ne se revendique pas clairement de Salazar. Pour plein de raisons, y compris parce qu'il a raté le train de la modernité. Et puis parce que dans la Constitution, il faut faire attention. Il ne faut pas exalter le passé salazariste, fascisme. Et donc, si on le fait, on peut être répréhensible. Mais surtout, c'est plus tellement utile à leurs yeux. C'est surtout, c'est pour ça que je dis c'est diffus, c'est ambivalent, ceux qui continuent certainement de manière sous-jacente, non dite, un peu mystérieuse, secrète, à intriguer les Portugais, c'est cet homme, cette allure, cette image d'homme d'État. De l'homme qui a dévoué sa vie à la cause, à la défense des intérêts supérieurs de la nation. L'homme qui n'a pas pris dans la caisse, qui n'a pas volé. Et de fait, lui-même n'a pas volé. Tout le régime était corrompu. Il a encouragé beaucoup de clientélisme, de favoritisme, etc. Mais lui-même n'est pas mort, s'est pas enrichi à la tâche. Et ça, dans des temps comme aujourd'hui, où la corruption est beaucoup évoquée, pointée du doigt, c'est évidemment un sujet qui compte. Et cette idée que, et c'était le problème du sondage qui avait été réalisé en 2007, mais on pourrait le reproduire, ce sondage. Je pense qu'il risquerait de donner des résultats peut-être similaires, peut-être s'il était mieux fait scientifiquement, peut-être pas, mais ce sondage en 2007 pour la radio-télévision portugaise disait quel est l'homme politique, la personnalité portugaise la plus importante de l'histoire du Portugal. Et Salazar est arrivé en tête avec presque 50% des voix en 2007. Pourquoi ? Parce que c'est un homme qui a écrasé son siècle, écrasé les gens, mais écrasé son siècle, et auquel les gens reconnaissent encore aujourd'hui certainement cette implication, ce désintéressement apparent qui était le sien, et ce total dévouement également apparent, la réalité est plus complexe, qui était celui de Salazar. Donc c'est ce bilan-là, et je ne dirais pas que c'est un passé qui ne passe pas, mais c'est un passé qui est encore, je pense, compliqué, même s'il y a eu la césure du 25 avril, qui a marqué justement une coupure. Mais on l'a dit sur les travaux sur la France de Vichy et d'autres trucs, c'est le retour toujours du refoulé, quelque part. Et le retour du refoulé, il faut toujours être vigilant. J'ai une dernière question rapide, Yves Léonard, sur un peu la chronologie de parution du livre, en tant qu'objet, pas le contenu. C'est d'abord sorti au Portugal en novembre 2023, oui, aux éditions EdiCOS 70, avec une photographie différente en couverture. C'est toujours un portrait de Salazar, mais c'est pas la même. Donc déjà, pourquoi pas avoir pris le même portrait ? Et pourquoi l'avoir sorti d'abord au Portugal ? Alors le choix de la couverture, elle ne m'appartenait pas, dans un cas comme dans l'autre, même si je les trouve, enfin c'est bien. Edison Seteda voulait une photographie datée, ancienne, quand il était vieux. Et comme elle s'appelle Edison Seteda 70, ils ont trouvé une photographie qui date de 1970 avec une signature de Salazar dessus. Je crois que c'est la raison qui a justifié ce choix. Après, sur la chronologie, moi mon texte était fini. Les éditions Seteda savaient que, Almedina savait que je travaillais, et ils se sont tout de suite mis sur les rangs auprès de l'éditeur français avec lequel j'ai le contrat, Perrin, pour voir ce qu'il était possible de faire en termes de traduction et d'achat des droits. Et là, ils se sont mis d'accord entre éditeurs, et eux considéraient qu'il fallait le sortir très vite, et on peut le faire avec une traduction, etc. Et puis Perrin avait plus en tête certainement de s'approcher de la date du 50e anniversaire des œillets, du 25 avril. Ça s'est expliqué comme ça. Mais pour tout vous dire, je suis assez fier et content que ça soit sorti aussi au Portugal avant, parce que j'écris aussi pour les Portugais. En tout cas, en France, c'est sorti tout récemment. Nous sommes aujourd'hui 50 ans après la révolution des œillets, le 25 avril 1974. Merci beaucoup, Yves Léonard, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le titre de votre livre, Salazar, le dictateur énigmatique, une biographie parue aux éditions Perrin. Et merci beaucoup, Adrien, de Mémoire d'Adrien, d'avoir mené cet entretien avec moi. Je rappelle donc ton projet littéraire, Mémoire d'Adrien, sur tous les supports et réseaux sociaux à retrouver quotidiennement. Merci Rassan, à très bientôt. Merci beaucoup, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode.